Depuis l'Antiquité, les hommes ont toujours voulu connaître le point le plus élevé de la Terre. Ils en ont découvert une multitude, à mesure que les frontières du monde connu reculaient. Jusqu'à ce qu'un groupe d'explorateurs britanniques plutôt doués avec les maths ne se retrouve face au plus imposant de tous les massifs. Dans cet épisode, on parle de George Everest et des hommes qui ont mesuré l'Himalaya. Tout commence en 1802, avec la création du projet de relevé trigonométrique des Indes orientales, ordonné par l'Empire britannique. C'est le colonel William Lambton qui démarre cette grande campagne topographique en partant du sud de l'Inde à Madras. En 1918, il prend comme assistant George Everest, un jeune géomètre qui vient de participer à cartographier l'île de Java en Indonésie. Everest prend rapidement en charge une grande partie du travail de terrain et finit par remplacer Lambton à sa mort en 1923. De retour en Angleterre pour soigner diverses maladies, il est fait membre de la Royal Society. Il y fait du lobbying auprès de la Compagnie des Indes orientales dans le but d'obtenir davantage de moyens et d'équipements pour mener à bien ses études géodésiques. C'est en 1830 qu'il revient sur le sous-continent avec le titre d'arpenteur général des Indes. À son grand désarroi, il occupe le plus clair de son temps en tâches administratives. C'est donc son second, Andrew Warr, qui reprend en main le travail de terrain, remontant progressivement vers le nord. Les géomètres arrivent ainsi au pied de l'Himalaya et s'emploient à calculer la hauteur de ses principaux sommets. Bien avant l'invention du GPS et des méthodes modernes de triangulation, les géomètres pouvaient déjà compter sur un instrument précieux pour mesurer les montagnes, le théodolite. Il s'agit d'une sorte de lunette optique doublée d'un compas, qui permet de relever des angles à grande distance et avec une grande précision. Selon la méthode géodésique, les montagnes furent ainsi mesurées grâce à la trigonométrie. Avec des théodolites placés à différents points autour du sommet, il est possible de déterminer les angles sur le plan horizontal puis vertical par rapport à la montagne. En prenant en compte la distance et l'altitude connue du point sur lequel est posté le théodolite, une série de calculs permet de trouver une altitude approximative au sommet. Mais il faut procéder par étapes. Partir du niveau de la mer, établir un point précis, y transporter le théodolite qui pèse près de 500 kg et recommencer l'opération. On devait parfois même construire une tour comme celle-ci uniquement pour y poser l'instrument. C'est pourquoi il a fallu près de 40 ans entre le lancement du projet à Madras et le moment où les géomètres approchèrent enfin de l'Himalaya. Mais une fois les angles relevés, il faut encore corriger deux paramètres qui influent grandement sur le calcul. D'abord, la réfraction de l'atmosphère, qui dévie la lumière provenant d'un objet lointain. D'autre part, il faut prendre en compte le fait que la Terre est ronde. Plus la distance entre le théodolite et la montagne est grande, et plus ces deux facteurs faussent le calcul. La tâche n'est donc pas aisée et les Britanniques tentent de s'approcher le plus possible du Népal et de ses montagnes. Mais le Népal surveille scrupuleusement ses frontières. Petit État indépendant soucieux de préserver ses traditions et sa souveraineté, il se méfie grandement des Britanniques et de leur empire colonial. Il refuse toutes les demandes d'entrée sur son territoire, même dans un but purement scientifique. C'est donc depuis l'Inde et la région du Terai qu'il faudra cartographier l'Himalaya. Entre-temps, George Everest a pris sa retraite et a réussi à confier le poste à son protégé Andrew Warr, qui devient arpenteur général des Indes en 1843. Et c'est en 1847 qu'une immense montagne est aperçue pour la première fois par les géographes britanniques. Comme il la distingue à environ 200 km en arrière du Kanchenjunga, qui est alors considéré comme le plus haut sommet du monde, elle est nommée Pic B. James Nicholson, en poste dans la région à partir de 1849, réussira plusieurs séries de mesures du Pic B en parvenant à s'approcher à 190 puis à 175 km du sommet. Il commence à effectuer les calculs à partir de ses relevés et doit quitter l'Inde car il est atteint de paludisme. Le géomètre indien Radhanath Sikdar reprend les travaux de Nicholson en 1852 et identifie le Pic B, renommé Pic 15, comme le point culminant de l'Himalaya. C'est finalement en 1856, quand Andrew Warr lui-même se penche sur les calculs et parvient enfin à corriger les énormes erreurs dues à la réfraction, qu'une première altitude est donnée, 8840 mètres. Le Pic 15 est le plus haut sommet du monde, et de loin.
Dans la foulée, Ward proposera de nommer le sommet d'après son illustre mentor, Mont Everest. Si ce choix fera débat pendant près de 10 ans parmi les géographes britanniques, c'est qu'il est en totale contradiction avec la philosophie de George Everest lui-même. Il a toujours préconisé l'emploi des noms locaux pour désigner les lieux qu'il identifie. L'argument de Ward est qu'aucun nom indigène n'est connu pour désigner ce sommet, et l'impossibilité de se rendre au Népal ne permet pas de mener une enquête approfondie. Il défendra ainsi sa décision. Voici une montagne, probablement la plus haute au monde, dont nous n'avons pu trouver aucun nom local. En attendant, il m'incombe le privilège d'assigner un nom par lequel cette montagne puisse être connue des citoyens et des géographes et devenir un mot d'usage courant dans les nations civilisées. Everest continuera de s'opposer à l'emploi de son patronyme pour nommer le plus haut sommet du monde, objectant qu'un Népalais ou un Indien ne pourrait pas le prononcer facilement ni l'écrire en langue hindi. Le nom sera pourtant entériné en 1865, soit 1 an avant la mort de George Everest. Aujourd'hui, le nom tibétain originel est parfaitement connu, mais peine toujours à être employé par les médias ou les alpinistes. Chomolungma, littéralement la déesse mère des vents, ne manque pourtant pas de poésie. Revenons en 1856. Sous le commandement d'Andrew Ward, le lieutenant Thomas Montgomery est chargé de cartographier la région du Cachemire, à la frontière avec le Pakistan. Depuis sa station près de Srinagar, il a une vue imprenable sur la chaîne du Karakoram. Il commencera à identifier ses principaux sommets en leur donnant la lettre K pour Karakoram et des numéros dans leur ordre d'altitude apparente. K1, K2, K3 et ainsi de suite jusqu'au K12. Mais là encore, la question du nom posera problème. Si le K1 est aujourd'hui connu sous son appellation pakistanaise de Masherbrum, le K2, isolé et mal connu des populations locales à l'époque, gardera son surnom purement topographique. Une fois les erreurs de calcul corrigées, c'est bien ce K2 qui se révèle être le point culminant du massif, mais aussi le deuxième plus haut sommet du monde après l'Everest. Ainsi, quand les premiers alpinistes posèrent le pied sur les sommets invaincus de l'Himalaya dans les années 50, il est assez fou de se dire que les altitudes de ces montagnes étaient précisément connues depuis déjà près de 100 ans. C'est aussi par un enchaînement de circonstances et à la suite de débats acharnés que l'on connaît le point culminant de la Terre sous le nom de Mont Everest. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite comme d'habitude à vous abonner et à partager la vidéo. J'ai aussi lancé une page Facebook sur laquelle je publie régulièrement l'actualité du monde de l'alpinisme et de l'escalade. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.